Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette vidéo. Est-ce que les spoilers vous dérangent? Est-ce que le fait de savoir que Dark Vador est le père de Luke avant de voir le film vous empêche d'apprécier l'Empire contre-attaque? Est-ce que le fait de savoir que Norman Bates est le tueur vous empêche d'apprécier Psychose? Bon, c'est facile de répondre non parce qu'on aime pratiquement tous ces films. Mais du coup, justement, pourquoi alors on veut éviter de se faire spoiler? Eh bien, pour l'implication émotionnelle. Si vous regardez un film et que vous connaissez d'avance tous les tenants et aboutissants, vous serez forcément moins impliqué. Bon, sauf Paranormal Activity parce qu'il s'y passe rien. Dans ma vidéo sur The Descent, j'avais déjà parlé du fait que les conditions de visionnage d'un film étaient très importantes. Le film n'aurait certainement pas eu le même impact sur moi si on m'avait révélé quelques moments clés de l'intrigue. Alors je sais que le sujet fait débat, et que les spoilers ne dérangent pas certaines personnes. Parce que le cinéma, ce n'est pas qu'une histoire. Et je suis entièrement d'accord. Oui, le fait de savoir à l'avance certains détails importants de l'histoire ne vous empêchera pas d'apprécier une œuvre si elle est réellement bien faite et qu'elle ne se repose pas uniquement sur des twists. Sauf qu'on a tendance à oublier que le cinéma est une expérience, en particulier le premier visionnage d'une œuvre. La comparaison vous énervera peut-être, mais c'est comme un grand 8. La deuxième fois sera forcément moins forte que la première, parce que les sensations lors de cette dernière sont décuplées. La surprise, c'est toujours quelque chose de fort. Et la découverte d'un film dans son entièreté, on a tendance à le minimiser. Parce qu'au fond, le film reste le même malgré tout. La seule chose qui change, c'est nous. Des fois, oui, j'aimerais bien oublier un film qu'on m'avait spoilé ou qui était tellement connu qu'on sait déjà toute l'histoire sans l'avoir vu. Et donc le redécouvrir totalement pour avoir cette véritable expérience du premier visionnage. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de s'attacher aux personnages de fiction et d'avoir constamment peur qu'il leur arrive quelque chose. Les séries télé sont plus enclins à ce genre de moment. Parce qu'une série, bah c'est plus long. Donc tu suis depuis beaucoup plus longtemps ces personnages, et l'implication émotionnelle, du coup, est plus forte. Dans un film plus court par définition, c'est bien plus rare. Mais ça existe quand même. Et je me suis toujours demandé, c'est quoi la mort au cinéma qui m'a le plus choqué? Une mort tellement inattendue pour moi à l'époque, qu'encore aujourd'hui, je m'en souviens encore. Quand on parle des morts les plus surprenantes du 7e art, on a tendance à citer à peu près les mêmes films. Ça c'est d'ailleurs confirmé quand je vous ai demandé sur Twitter. Mais aujourd'hui on va parler d'un film qui n'a jamais été cité pour des raisons évidentes, mais qui reste à mes yeux la mort la plus inattendue du cinéma. Ultime Décision, sorti en 1996 avec Kurt Russell et Steven Seagal. Quand j'étais petit, j'étais un grand fan de certains acteurs dans les films d'action. Notamment Arnold Schwarzenegger et Jean-Claude Van Damme qui étaient mes préférés. Mais j'avais également beaucoup d'affection envers Sylvester Stallone, Keanu Reeves et Steven Seagal. Et c'est d'ailleurs de ce dernier qu'on va parler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, Steven Seagal, c'était ça. J'adorais Steven Seagal, j'adorais le voir péter des bras, des jambes et briser le cou de ses adversaires. Il avait la classe ce mec. Au moment de la sortie d'Ultime Décision, j'avais déjà vu tous les films avec ce mec, notamment le diptyque Under Siege qui est sans doute son plus connu. Et à cette époque, Steven Seagal était encore une star au sommet. Mais Ultime Décision coïncidera avec le début du déclin de l'acteur, qui enchaînera les échecs pour se retrouver ensuite à tourner des DTV pourris, tournés dans des pays de l'Est. Steven se laissera même aller physiquement en prenant considérablement du poids, lui faisant perdre toute crédibilité dans ce genre de rôle. N'est pas Sammo Hung qui veut. Désormais, l'acteur est moqué, conspué, devenu un has-been continuant à se prendre pour un cador dans ses films alors qu'il n'a plus du tout la carrure. Mais là, nous sommes en 1996, et à ce moment-là, Steven, il était cool. L'histoire d'Ultime Décision est la suivante. Des terroristes prennent en otage les passagers du vol 343. Ils menacent de les tuer et de répandre un gaz toxique sur Washington si le chef de leur organisation n'est pas libéré. Une équipe est alors envoyée pour tenter de sauver discrètement la situation dans l'avion, une équipe dirigée par le colonel Travis. À la fin des années 90, Internet n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. On se fiait essentiellement aux bandes annonces d'avant-films sur les VHS. C'est comme ça que j'ai eu envie de regarder énormément de films comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Speed, et Ultime Décision en faisait également partie. La bande-annonce était attrayante et mettait l'accent sur Kurt Russell, encore très populaire à l'époque, mais également sur une présence importante de Steven Seagal au sein du film. Certaines affiches le montrent même aux côtés de Kurt Russell afin d'attirer le plus grand nombre. Donc le fan de Steven Seagal que j'étais s'attendait à avoir un nouveau film d'action avec lui, où il sauverait la situation comme à son habitude. Le début du film semblait aller dans ce sens d'ailleurs.
Le personnage de Kurt Russell est montré lui comme un bureaucrate, pas du tout un homme de terrain, mais qui est embarqué dans ce sauvetage malgré lui. Alors que celui de Steven Seagal, c'est tout le contraire. C'est un militaire entraîné et d'une efficacité indéniable. Lui et son équipe arrivent même à éliminer un groupe entier d'ennemis sans grand effort au début du film. Donc voilà, c'était plié quoi, ce genre de film avait tout le temps le même scénario après tout. À savoir Steven qui va sauver la situation à lui tout seul, parce qu'il est trop fort. Nous sommes donc à même pas un tiers du film. L'équipe tente de s'infiltrer dans l'avion avec l'aide d'un jet expérimental, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Les deux appareils risquent d'exploser s'ils ne ferment pas le sas rapidement. Et le colonel Travis n'a pas encore rejoint l'avion. Oh mon dieu, ils ont tué Steven Seagal dès le début! Je vous jure, la première fois que j'ai vu cette scène quand j'étais gosse, j'étais tellement choqué que j'ai direct éteint la télé et fondu en larmes. Et c'est même pas une blague. Je veux dire, je m'attendais à voir un film d'action classique avec Steven Seagal. La promo l'a vendu comme ça, et il meurt dès le début. Donc forcément, ça te marque. Remettez-vous bien dans le contexte. L'acteur à l'époque était encore au top. C'était une des plus grandes stars du cinéma d'action. Et le voir mourir dans un film, surtout au début, était juste impensable. Et c'est là tout le génie du marketing de ce film et de cette décision scénaristique. Là où beaucoup pourraient s'offusquer et crier à la publicité mensongère, bah moi je dis bravo. Vous nous avez bien niqué mais dans le bon sens du terme quoi. Imaginez, c'est comme si pour le prochain James Bond, on nous l'avait vendu entièrement avec Daniel Craig, mais qu'en fait il mourrait dès les 15 premières minutes pour laisser place au nouvel interprète de 007. Putain, comment ce serait trop bien! Et surtout, cette mort nous remet les pendules à l'heure et nous bouscule dans nos convictions. Lorsque l'on regarde un film d'action avec une tête d'affiche, on a tendance à ne pas réellement avoir peur du sort de son personnage, justement parce que c'est une tête d'affiche. Voir une star d'action mourir dans un film, ça n'arrivait jamais à ce moment-là. Et si ça arrivait, bah c'était parce qu'il jouait un méchant ou qu'il ne jouait pas un humain, mais ça restait très rare. Steven Seagal, lui, n'est jamais mort dans un film lors de la sortie d'Ultime Décision, donc on ne s'imagine pas une seule seconde que ça pourrait lui arriver. Et lorsque ça arrive, on se dit que du coup, n'importe qui peut y passer dans ce film. Ça relance la tension et le suspense avec brio, en plus de choquer le spectateur de l'époque. Alors maintenant, oui, cette scène a forcément beaucoup moins d'impact parce que tout le monde s'en fout de Steven maintenant. Parce que maintenant dans ses films, bah il apparaît 5 minutes et sa doublure 40. Surtout que Steven Seagal est réputé pour avoir un ego surdimensionné. Donc le voir mourir dans un film n'est pas si fréquent que ça, même de nos jours. En comptant l'Ultime Décision, il n'est mort que dans 3 films pour l'instant. Et à chaque fois, comble de l'égocentrisme, c'est de sa propre main. Parce que seul Steven peut tuer Steven. Oubliez Chuck Norris, c'est Steven Seagal qu'il fallait prendre pour les blagues. Il paraît même que pour Ultime Décision, Seagal aurait refusé de filmer la scène de sa mort, affirmant que ses fans n'accepteraient pas un événement aussi fort. Il aurait même suspendu la production pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il donne finalement son accord après avoir été menacé de rupture de contrat. Comme quoi l'argent, ça permet de faire plein de choses. Donc lorsque vous combinez tous ces éléments entre eux, vous obtenez la mort qui m'a le plus choqué au cinéma. Ça peut paraître risible de prendre ce film alors que des bien plus connus existent, mais aucun n'a réussi à me surprendre autant qu'Ultime Décision à ce niveau. Sincèrement. Bon, après, en dehors de la mort de Steven, qu'en est-il du film? Est-ce que je vous le recommande? Eh bien... ouais. Alors attention, ce n'est pas du Die Hard, certes, mais ça reste un bon petit divertissement pour égayer vos samedis soirs. Ce genre de film d'action typique des années 80-90 qu'on ne fait plus vraiment de nos jours, et qu'on finit même par regretter avec le temps qui passe. Le film est réalisé par Stuart Baird, qui est essentiellement connu pour être le monteur d'énormément de films d'action populaires, mais pas vraiment un metteur en scène. Ce qui peut faire peur au premier abord, mais si on y réfléchit bien, pas vraiment en fait. À mes yeux, un bon réalisateur doit être également un bon monteur. Il doit avoir conscience du rythme qu'il veut imposer, avoir limite le montage dans sa tête. Donc quoi de mieux qu'un monteur pour imposer un maximum d'efficacité à son film? Ce n'est pas pour rien qu'Edgar Wright est un des réalisateurs les plus appréciés, car c'est quelqu'un qui a déjà le film dans sa tête de A à Z avant même de le tourner. Ultime Décision n'a donc pas une empreinte esthétique ahurissante, mais il a le bon tempo pour ne pas t'ennuyer. Pourtant il ne se passe pas tant de choses que ça dans le film, les fusillades ne pleuvent pas à foison. Mais le rythme est suffisamment bien géré pour que je ne sente pas le temps passer. C'est classique certes, mais efficace.
C'est là qu'on voit que le montage est un processus important, si ce n'est le plus important lors de la fabrication d'un film, même si oui, c'est sujet à débat. Et puis voilà, c'est un film avec des noms alléchants mine de rien. Comme si dans ce film qui semble mineur à première vue, on voulait y mettre tous les ingrédients pour que ça fonctionne. En même temps, c'est produit par Joel Silver. Die Hard, Predator, L'Arme Fatale, Demolition Man, Matrix, bref. Ce gars, il avait vraiment le flair pour les bons projets et il savait y mettre les moyens. Déjà, on a les scénaristes de Predator à l'écriture, donc on a des personnages qui paraissent caricaturaux au départ, mais qui vont avoir droit à un développement intéressant et devenir parfaitement identifiables malgré le grand nombre de protagonistes. Même les objectifs des méchants sont plus recherchés qu'il n'y paraît. Des conflits d'intérêts ayant même lieu entre eux, faisant que le film ne tombe jamais dans un manichéisme agaçant. Alors oui, on n'échappe pas à quelques clichés et passages un peu prévisibles, mais ça passe parce que la tension instaurée fonctionne du début à la fin pour moi. Et puis je sais pas pourquoi, mais les films d'action dans les avions, ça m'a toujours passionné. Bon, c'est peut-être pour le côté huis clos qui fonctionne encore plus, parce que là, il n'y a réellement aucune échappatoire. Parmi les autres noms emblématiques, on peut noter la présence de Jerry Goldsmith à la musique, que vous connaissez sûrement pour bien d'autres films. Et il nous offre une bande sonore qui accompagne très bien le long métrage. Et puis qui dit film d'action hollywoodien de la fin du XXe siècle, dit casting solide avec de vraies gueules reconnaissables. Vous savez, le genre d'acteur où on se dit « Putain, je sais plus son nom, mais je l'ai vu dans plein de films lui », voilà, ce genre d'acteur. Les fameux second couteaux, mais charismatiques et talentueux. Tout ce mélange fait que ça fonctionne. Des talents individuels réunis, pour un film qui se révèle bien meilleur que ce qu'il aurait pu être sur le papier. Limite, ces gens-là, ils étaient trop talentueux pour un tel projet, quoi. Bref, voilà, j'ai pas grand chose à reprocher à Ultime Décision, ça reste un film classique des années 90 qui ne vole pas très haut, mais il remplit parfaitement son cahier des charges et on passe un très bon moment devant. C'est d'ailleurs un des derniers représentants de son époque, une époque marquée par les stars des années 80 qui continuent à être présents, tandis que se pointaient à l'horizon les Die Hard, L'Arme Fatale ou Le Flic de Beverly Hills, qui ont eu droit à d'autres films qui s'en sont inspirés comme Speed, Mort Subite, et bien sûr, Ultime Décision. Mais après ce film, le cinéma d'action connaîtra une évolution flagrante, avec l'arrivée des Missions Impossibles, Fast and Furious, Matrix, Jason Bourne, et aussi le remodelage des licences du passé, comme James Bond par exemple. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'Ultime Décision était un peu la limite de ce que l'on proposait à l'époque, et sa sortie coïncide la même année avec la chute non seulement de Steven Seagal, mais aussi celle des autres stars d'action, comme Stallone, Schwarzy ou Van Damme. Sans qu'on le sache, une époque venait de s'éteindre lors de la sortie d'Ultime Décision. Comme si la mort surprenante de Steven Seagal dans ce film avait entraîné le cinéma d'action de cette époque avec lui. Ou alors je vais chercher trop loin, c'est juste une coïncidence, c'est possible.